Дорогие друзья, Mesdames, Messieurs, chers amis, malgré les embouteillages, en dehors du terrain de l'Académie Ranepa ou sur le terrain de l'Académie, nous sommes quand même réunis dans cette salle. Certains vont nous rejoindre et nous pouvons déjà commencer nos travaux. Voilà. Madame la ministre, chers collègues, monsieur le ministre, monsieur Kotukov, chers collègues, on ne va pas énumérer tous les participants à cet événement. Nous sommes tous là, nous, collègues et amis. Je propose de discuter dans le cadre du dialogue de Trianon et surtout dans le cadre du forum Gaïda, les problèmes de notre coopération franco-russe. Tout d'abord, je voudrais poser 3 questions similaires à nos ministres respectifs, ou plutôt une question qui se compose de 3 parties. Pourriez-vous nommer les 3 sujets qui sont les plus importants pour la coopération franco-russe dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et dans le domaine de l'intellectuel, du potentiel intellectuel, si vous voulez. Voilà la question qui se divise en 3 questions. Nous avons discuté déjà ce problème, nous avons signé la feuille de route. C'était le premier document signé par la Russie avec un pays dans ce domaine, et c'est un plaisir pour nous que c'était la France. Je propose d'organiser une discussion tout à fait informelle. Madame Vidal, Monsieur Kotukov, commencez, s'il vous plaît. Qui veut commencer? Peut-être on va donner la parole d'abord à Madame la ministre, à Madame Vidal, pour qu'elle puisse répondre et lancer ainsi cette discussion. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur Foursenko, Madame la ministre, chers amis, je me permettrai une parenthèse lyrique. La feuille de route n'était pas seulement la première expérience de signature d'un tel document, mais c'était le premier document que j'ai signé en tant que ministre. Et c'est un excellent souvenir pour moi. C'était le premier document que j'ai signé, et c'était le premier document de cette sorte signé par la Russie. Nous comprenons bien que ce travail était fondé sur une expérience extraordinaire. Nous avons eu déjà des réalisations extraordinaires, création de laboratoires, organisation de recherche conjointe, ce qui a entraîné une augmentation rapide de chercheurs qui sont impliqués à ce travail, augmentation du nombre de publications, etc. Alors, sur les sujets que je considère comme importants, alors nous avons dans cette feuille de route, sur cette feuille de route, développement de la coopération technologique, le développement de coopération entre universités, mobilité académique, etc. Dans le cadre des tâches que la Russie s'est assignées, il faut qu'on augmente notre compétitivité dans le domaine de la recherche et dans le domaine de la formation, de l'enseignement supérieur. Et là, je peux dire, nous avons discuté cela avec nos collègues dans une ambiance un peu moins formelle. Nos systèmes éducatifs sont proches. Et nous avons donc des expériences à échanger, à comparer. Si l'on parle des sujets ponctuels, il serait, à mon avis, intéressant de travailler ensemble sur la création en Russie de centres scientifiques de niveau mondial, par exemple dans le domaine de mathématiques, parce que nous avons un bagage de connaissances, un bagage d'expérience très fort dans le domaine des mathématiques. Nous avons des liens déjà entre les universités, entre les chercheurs, et là, c'est une piste à avancer. Une autre piste à explorer, c'est le développement des infrastructures scientifiques. La Russie participe à de grands projets qui sont mis en œuvre en France, et notamment CRF, ITER et autres projets. Nous constatons avec satisfaction l'intérêt des projets, l'intérêt de nos collègues français envers le
projet à Dubna. L'Institut de Dubna pourrait accéder donc à de nouvelles organisations internationales. Nous ne nous arrêtons pas à ce stade. Nous sommes en train de développer des projets dits mégasciences dans le domaine de la physique nucléaire, création de la flotte de bâtiments scientifiques océaniques, mais si l'on parle de la coopération interuniversitaire, il faut mentionner des programmes éducatifs conjoints. Notamment, il y a des programmes de diplômes qui ont déjà été mis en marche. Le développement de notre université de réseau est une autre direction importante des projets bilatéraux. Je peux dire que aujourd'hui, quant à la représentation de la Russie et de la France dans les systèmes de notation des publications mondiaux, la Russie et la France, des classements de publications, la Russie et la France ont aujourd'hui des notes plus ou moins proches. Madame les ministres, si vous voulez bien, trois points que vous considérez les plus importants. Monsieur le ministre, monsieur le recteur, madame l'ambassadeur, messieurs les présidents, messieurs les coprésidents du dialogue de Trianon, mesdames et messieurs, et surtout, chers amis, je voudrais peut-être commencer par vous dire à quel point je suis heureuse d'être ici à nouveau pour le forum de Gaïdar, mais en tant que ministre, et saluer les très nombreux amis que j'ai dans la salle et que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui. Bien sûr, monsieur le ministre l'a rappelé, nous avons pour objectif et pour ambition de renforcer les coopérations scientifiques dans les différents domaines qui ont été cités, notamment les mathématiques, la physique théorique, mais aussi en économie, en gestion, en sciences politiques. Et c'est évidemment le cœur de l'histoire de la coopération entre la France et la Russie. La question des infrastructures scientifiques que vous avez évoquées, monsieur le ministre, est aussi évidemment extrêmement importante, puisque aujourd'hui la science a besoin de plus en plus de très grandes infrastructures. Et parmi celles qui me semblent aussi extrêmement importantes, il y a toutes les infrastructures dédiées au calcul et à la collecte des datas, puisque nous savons, la question de l'intelligence artificielle va être une des questions majeures de notre avenir. Parmi les autres défis qui sont importants et qui font l'objet de cette année 2019 du dialogue du Trianon, qui a été porté par nos présidents il y a un petit peu moins de 2 ans, le sujet de l'éducation est évidemment quelque chose d'essentiel. Et la façon dont nous devons repenser les modes d'éducation pour qu'ils soient mieux adaptés à la fois à la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi aux défis du futur. Nous rentrons dans une société où ce qui sera très important, c'est d'apprendre à apprendre. La connaissance est disponible sur divers supports, et ce à quoi nous devons réfléchir et qui peut être un des thèmes du dialogue du Trianon cette année, c'est la façon dont nous arrivons à insuffler cette envie d'apprendre et ces nouvelles façons d'apprendre portées par le digital parmi nos étudiants. Et je crois que c'est un sujet qui est aussi extrêmement important. La question d'augmenter le niveau d'éducation de l'ensemble de la population est aussi un sujet qui est très important. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus complexe et il est donc essentiel de faire en sorte que nos concitoyens comprennent le monde dans lequel ils vivent pour ne pas le rejeter et pour ne pas s'en éloigner. Et c'est extrêmement important que nous soyons en force de proposition, l'enseignement supérieur, la recherche, de façon à ce que
nos concitoyens sachent mieux faire le tri entre des informations, des opinions, puisqu'il y a un problème aujourd'hui de hiérarchie, si je puis dire, dans la compréhension des informations, qui parfois nuit à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est un véritable défi. C'est aussi un défi d'éducation globalisée qui sera très important. Et puis le troisième défi, c'est à mon sens l'innovation. Nous devons faire le lien beaucoup plus entre le monde académique et le monde de l'entreprise, soutenir l'innovation et, j'ai l'habitude de le dire, faire des universités, faire des centres d'enseignement supérieur et de recherche l'équivalent de ce qu'étaient les usines du 19e siècle, c'est-à-dire rentrer vraiment dans le monde de l'économie de la connaissance, non pas au sens où la connaissance se monnaie, mais au sens où la connaissance, c'est ce qui fera la valeur ajoutée d'un pays et d'une économie dans le 21e siècle. Et ça, c'est pour moi le troisième défi très important que nous avons à relever ensemble et que nous avons à penser sur ces trois piliers que sont la recherche, l'enseignement supérieur et l'enseignement tout au long de la vie et l'éducation pour tous et l'innovation issue de la recherche. Merci, Madame la Ministre. Je crois que Monsieur Kotyukov a plus parlé des éléments de l'infrastructure. Madame Vidal, par contre, a plutôt parlé du contenu de l'éducation, contenu qui doivent être utilisés. Je voudrais m'adresser aux experts ici présents. Y a-t-il des éléments très importants qui n'ont pas été mentionnés par les ministres, parce que les ministres n'avaient que quelques minutes pour en parler. Y a-t-il, comment dirais-je, voulez-vous non pas éclaircir, mais rajouter des éléments précis, ponctuels? Cher collègue, Monsieur Mao, tout à fait, en continuant ce qui vient d'être dit par les deux ministres, je crois qu'il faut avant tout individualiser le cursus. C'est une tendance. Cette individualisation passe par l'internationalisation de l'enseignement et je dirais que le rôle des diplômes formels sera réduit. Les gens ont besoin de connaissances et non pas de certificats, et non pas de documents, moins de documents qu'avant. Madame Vidal, professeur Vidal, parce que vous étiez, n'est-ce pas, Madame la Ministre, et vous êtes chercheur, vous avez comparé notre enseignement à l'usine du 19e, mais c'est vrai qu'il faut aujourd'hui aussi penser à jeter un pont entre nous et le 18e siècle, où l'individualisation passait par la communication très étroite entre le professeur et un petit groupe d'étudiants. Cela veut dire individualisation avec un grand I. Nous connaissons l'histoire de l'enseignement. Marek voulait dire. Écoutez, nos deux ministres l'ont déjà dit. Nous devons travailler ensemble, les universités avant tout. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? On a tendance à oublier qu'en Russie, en ce moment, nous sommes dans un pays où les gens aiment la France. Et il faut parler de cet amour. Vous savez, parfois, l'homme demande à la femme « Est-ce que tu m'aimes ?» et elle lui répond « Et toi ?» Cet amour peut exister entre la Russie et d'autres pays, mais c'est vrai que la Russie et la France sont particulièrement proches dans l'histoire. Depuis l'époque de Catherine la Grande, qui écrivait à Voltaire, qui était en correspondance avec Voltaire, écoutez, malgré tout,
Nous avons un amour entre nos deux pays. Et c'est pour ça que je suis là depuis très longtemps. Et c'est très bien que Madame la ministre soit là également. Ah, Marek, tout à fait, je suis d'accord. On ne peut arriver à rien sans un amour. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Je vous donne la parole. Merci. Je voudrais avant tout remercier Monsieur le ministre, Madame la ministre. Le sujet qui nous réunit ici autour de cette table, c'est entre autres un grand amour de l'agriculture. Parce que c'est un peu mon sujet. La France est un leader mondial dans la génétique, dans la génomique, dans tout ce qui est agriculture et innovation. Et c'est vrai que nous voudrions bien échanger, proposer nos expériences, échanges d'expériences dans le domaine du travail génétique, recherche dans génétique. L'arrêté présidentiel du 28 novembre 2018 précise que la recherche dans la génétique pour l'agriculture doit se développer. Et alors là, c'est vraiment une piste à explorer entre nous, Français et Russes. Deux, trois autres remarques, si vous permettez. Si vous permettez, c'est moi qui vais rajouter un petit détail. L'ONU a souligné qu'il y a de grands sujets pour les deux pays qu'il faut développer, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle notamment, on comprend bien que sans un niveau très élevé des mathématiques, on ne peut pas résoudre ce problème et on ne peut même pas comprendre l'ampleur de ce problème. Autre chose, c'est que l'humanité, pour préserver la vie sur la Terre, a besoin de la santé solide, de la nutrition de qualité, donc les problèmes de génétique qui intéressent les chercheurs des deux pays, ce sont des questions vitales pour nous, pour la planète entière, et c'est un grand sujet à explorer ensemble. Madame Vidal a également dit qu'il faut une nouvelle vision, il faut une nouvelle compréhension des problèmes du monde. C'est un monde qui change beaucoup plus rapidement qu'avant. Nous n'arrivons pas à nous adapter à ce qui se passe. Pire encore, nous n'arrivons même pas à comprendre ce qui se passe. Nous n'avons pas le temps. Donc, de nouveaux instruments de l'éducation devraient nécessairement préparer les jeunes à la vitesse des changements. Je demanderai, si vous voulez, à M. Pierre Morel de dire quelques mots là-dessus. Hier, nous avons déjà commencé cette discussion. Nous sommes dans un monde très technocratique, très pragmatique, et pourtant, nous sommes obligés de penser à la philosophie, à une philosophie, à la compréhension, la vision philosophique du monde. Et c'est pour ça qu'une nouvelle institution publique est apparue pour la coopération entre nos deux pays. Je parle du dialogue de Trianon, qui nous permet, non pas d'une manière formelle, formalisée, mais d'une manière humanitaire, si vous voulez, par les sciences humaines, comprendre ce qui se passe. Monsieur Morel, pourriez-vous parler de la vision sciences humaines, vision humanitaire du problème? Merci, monsieur le conseiller, monsieur le ministre. Je ne m'y attendais pas, mais c'est un plaisir de poursuivre cette conversation. Et après tout, c'est dans l'esprit de cette rencontre. Oui, pardon pour le retard, la circulation n'était pas facile. Mais je crois que les messages qui sont déjà échangés sont parfaitement reconnaissables. Dans cette familiarité intellectuelle et je dirais personnelle, ce climat d'amitié que nous vivons entre nos mondes de la recherche et l'université. Vous avez évoqué le haut niveau des mathématiques. Je me souviens avoir, avec des personnalités russes, en 1992, créé l'Institut Lyapunov,
Lyapunov, immense mathématicien russe, qui conversait en français avec Henri Poincaré. Alors, on n'a pas vocation à reprendre exactement ce modèle, mais si nous sommes réunis là, c'est qu'un esprit se transmet de génération en génération. Et je reprendrai les propos de Madame Vidal, Madame la ministre. Nous avons besoin d'apprendre à apprendre. Et Dieu sait si, à partir de ces modèles des souverains qui se rencontraient, et le dialogue de Trianon est né du fait que le président Poutine était à Versailles 300 ans exactement après la fameuse visite de Pierre le Grand. Bon, il y a là un mélange d'intérêt et de fascination qui n'est pas simplement un élément plaisant de la vie, qui est le sentiment qu'on peut approfondir ensemble. Et quand on voit les secousses qui traversent nos sociétés, qui traversent notre continent, qui traversent ce monde en désordre, c'est une transition, ne soyons pas catastrophistes, mais il y a un besoin de reprendre la réflexion. Et oui, c'était notre conversation d'hier, à savoir que la fascination pour la technologie, et Monsieur le Président Tric participait à cet échange avec Monsieur le Ministre, il y a un besoin de refaire le point. Il y a ce sentiment qu'il faut reprendre un chemin d'apprentissage et de partage parce que personne n'a la clé. Et je pense qu'il y a eu, oui, un déficit de réflexion sur la situation et de la personne et de l'évolution de nos sociétés par rapport à la fascination des progrès immédiatement disponibles, prodigieux dans leur développement, avec tous les débordements de l'intelligence artificielle. Et le dialogue de Trianon, dans cette année de travail sur l'éducation et l'éducation du futur, va aborder très directement la question de l'intelligence artificielle, à la fois pour le débat entre les experts, mais aussi en allant vers les publics. Et en proposant, nous allons mettre 6 mois à préparer ça, un grand concours sur notre plateforme commune que nous préparons avec le recteur Torkounov, pour que la jeune génération d'aujourd'hui exprime ses attentes, ses interrogations sur le phénomène de l'intelligence artificielle qui va dominer toute sa vie professionnelle et personnelle. Parce que ce n'est pas simplement par rapport à leur métier qu'ils auront à se déterminer par l'intelligence artificielle, c'est dans la vie quotidienne et on le vérifie déjà tous les jours. Voilà un peu la logique dans laquelle, je crois, nous nous rejoignons à partir d'une logique de plateforme vers de nouveaux publics. C'est la mission que nous ont confiée les présidents et ce besoin d'avoir de grands esprits, disons-le, qui sont en charge et qui nous aident et qui nous guident. Merci. Je vous remercie, Monsieur Morel. Vous avez soulevé un problème très important et nous évoquons des priorités qui ont plusieurs facettes et Monsieur Morel a soulevé le problème concernant les priorités. Pourquoi nous choisissons telle ou telle priorité? Comment définissons-nous ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas? Pourquoi nous considérons qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'étudier l'intelligence artificielle? Ce n'est pas parce que tout le monde s'en occupe, mais peut-être parce qu'il y a d'autres raisons plus profondes. Quelle est la logique qui définit les priorités? Je voudrais demander au directeur de l'Institut de recherche qui s'occupe justement des technologies de l'informatique et de l'automation, M. Sportis, comment construisons-nous cette définition des priorités? Ce n'est pas comment on le fait, mais c'est justement pourquoi on le fait. Pourquoi commence-t-on à s'intéresser à telle ou telle question? Je suis sûre que nous réfléchissons tous à cette problématique. Essayez, s'il vous plaît, de formuler votre vision des choses sur la question. Bonjour, merci, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir la possibilité d'intervenir dans le cadre
de ce forum Gaïdar dans le cadre du dialogue du Trianon, d'autant plus que l'Institut que je dirige, INRIA, l'Institut de recherche français dans les sciences du numérique, a une longue histoire de partenariat avec la Russie qui remonte à moins loin que Catherine Lagrande ou Pierre Legrand. Mais par exemple, l'ambassadeur Morel a cité l'Institut Lyapunov et il y a une longue tradition de partenariat avec la prestigieuse école mathématique russe à l'Institut. Je voulais répondre à votre question en prenant l'exemple, en rebondissant sur ce qu'a dit Madame la Ministre, en prenant l'exemple de l'impact du numérique sur l'éducation du futur, qui est l'objet de la table ronde, en partageant avec vous quelques points. Le premier point, c'est que bien sûr le numérique a un impact sur toutes les dynamiques de l'éducation depuis plusieurs années à travers plusieurs volets. Le premier, c'est la capacité à mettre de l'interdisciplinarité, à jeter des ponts entre des disciplines qui étaient enseignées jusque-là de manière séparée, mathématiques et biologie, mathématiques, informatique et physique, et plein d'autres sujets. Le numérique permet de faire des expérimentations in silico, en complément des vraies expérimentations, et donc c'est un vrai outil d'évolution de l'éducation. Notre impact sur le plan de l'éducation et l'utilisation même de l'intelligence artificielle sur les processus d'apprentissage, comment on apprend de manière plus personnalisée, ça a été évoqué tout à l'heure, comment on prend en compte les besoins de l'élève, ses lacunes éventuelles, ses forces, pour adapter ce qui lui est proposé en enseignement. Et puis, il y a un autre volet qui est important dans l'impact du numérique, c'est la capacité à avoir des plateformes. Je pense notamment à la dynamique des cours en ligne, des cours massifs en ligne, qui est un tout petit peu moins à la mode maintenant qu'il y a 4-5 ans, mais qui reste extrêmement importante, dont je pense personnellement qu'elle est vraiment structurante, où à la fois, c'est une bonne illustration du numérique, où à la fois il y a de la massification, de la capacité à s'adresser à un large public, mais en même temps également à personnaliser, parce que quand on est sur Internet, eh bien, on peut être capable de comprendre le besoin de l'élève qui manipule l'outil numérique, à la fois donc massification et personnalisation. Alors, il y a toutes ces ruptures technologiques, toutes ces ruptures que permet le numérique avec un impact sur l'éducation. Mais deuxième remarque, et ça a été dit également, il y a aussi des vrais enjeux pour partager les limites du numérique. On a besoin de mettre des sciences humaines, on a besoin de prendre du recul sur les technologies. On est dans une société numérique où les jeunes, vous le savez comme moi, naissent avec le numérique, avec les objets technologiques. Et il est important de partager avec eux, dès le plus jeune âge, les limites du numérique, que ça soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de capacité à propager des informations. Et cette éducation des jeunes et de tous sur les limites du numérique, je pense que c'est aussi un des autres enjeux de l'évolution de l'éducation. L'Institut que je dirige, avec la communauté de recherche dans le domaine en France, depuis plusieurs années, a mené un combat de long terme pour que cette sensibilisation au numérique ait lieu dès le plus jeune âge. Et enfin, le dernier volet que je voulais partager avec vous sur ces enjeux du numérique est lié à l'intelligence artificielle, puisque c'est un terme qui a été utilisé à de nombreuses reprises. Pour l'intelligence artificielle, il est important de faire évoluer probablement nos processus de formation, nos catalogues de formation, parce qu'on n'apprend pas de la même manière dans l'enseignement supérieur à l'ère de l'intelligence artificielle. Les besoins en expertise sur l'intelligence artificielle, croisés avec d'autres disciplines, sont massifs. Personne n'a la solution, je pense, aujourd'hui, pour savoir comment former. C'est un des enjeux majeurs du plan sur l'intelligence artificielle qui a été lancé en France, annoncé en France par le président Macron, lancé par Madame la Ministre en novembre, que de répondre à cette question de la formation. C'est un sujet sur lequel mon institut travaille au premier rang avec les grandes universités françaises, avec le président Tric, avec le président Chambaz. Voilà, il y a tous ces enjeux sur la table et c'est évidemment un sujet passionnant dans lequel les partenariats avec la Russie prendront toute leur place, comme on a pu le constater hier en visitant Skoltech au sein de l'écosystème de Skolkovo et avec les impressionnantes réalisations qui nous ont été présentées. Merci à vous.
Спасибо. Спасибо. Monsieur Sportis, je vous remercie pour votre intervention. Il y a une question intéressante qui se pose. Est-ce que cela veut dire que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui facilite notre vie? Est-ce que c'est une chose tout simplement très pragmatique qui nous libère d'activités routinières, ou bien c'est quand même c'est un rebondissement qui nous permet, qui à un moment donné commencera à remplacer l'intelligence qui est naturelle. Il y a un certain équilibre et peut-être le temps que nous libérons grâce à cette intelligence artificielle, on devrait le mettre pour évaluer si nous avons vraiment besoin de cette intelligence artificielle. Je vais tout d'abord, je voudrais vous entendre vous exprimer de façon brève sur la question. Artificielle, qui est un terme qui est beaucoup utilisé en cette période. Moi, j'ai une définition très pragmatique qui est comment on arrive à faire réaliser par des machines encore plus que ce qu'elles font aujourd'hui. Je pense que c'est surtout ça qui a un impact dans la vie quotidienne, dans tous les domaines dont on parle. On est encore loin de l'intelligence artificielle qui se substitue à l'intelligence humaine. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être plutôt parler d'intelligence augmentée avant d'avoir des fantasmes sur le remplacement de l'intelligence humaine par une intelligence artificielle. Je pense qu'à ce stade, on parle d'intelligence augmentée, pour répondre à votre question. En tout cas, c'est la définition que j'en ai. Merci. C'était une suite. Alors on peut dire que ce sont des muscles plus puissants, c'est une mémoire supplémentaire, mais ce n'est pas quelque chose qui est capable de supplanter l'intelligence humaine, si j'ai bien compris vos propos. Peut-être l'une des choses les plus fines qui n'est pas remplaçable dans un avenir proche, c'est la construction de la relation humaine. Et c'est une question qui touche en direct la diplomatie. Parmi nous, il y a des diplomates professionnels et ce qui est essentiel, c'est qu'il y a une personne qui sait apprendre aux autres comment le faire. Monsieur Turkhanov, je voudrais vous passer la parole. Oui, ce n'est pas une intelligence artificielle. Alors, chers amis, nous allons maintenant descendre sur la Terre. J'ai beaucoup aimé votre définition de l'intelligence artificielle parce que tout le monde en parle, mais la définir en termes très concrets, personne ne s'y décide. Et je dirais que votre définition me plaît beaucoup. Et je dois vous dire que le XVIIIe siècle qu'on a évoqué, que M. Mao a évoqué, où un professeur travaillait avec un élève ou plusieurs élèves, mais ce n'est pas la première fois que l'enseignement connaît cette méthode, parce que c'est Socrate qui est à l'origine de cette façon d'enseigner. Et aujourd'hui, il est question de revenir aux origines en utilisant de nouveaux outils, de nouvelles technologies qui sont apparues ces dernières décennies. Bien évidemment, cela permet aux professeurs de travailler. Mais on devrait comprendre que sans le professeur, sans son interaction avec ses élèves, on ne peut pas avoir un bon citoyen, on ne peut pas avoir un bon professionnel. Donc l'école russe est basée sur ces principes et il serait peu intelligent de rejeter ces principes. Maintenant, en ce qui concerne la formation des spécialistes en matière de l'international, je vais vous citer un exemple très révélateur. Monsieur Brzezinski, que nous connaissons tous, il a dit que les technologies numériques permettent de renoncer aux ambassades à l'étranger parce que l'ambassade des États-Unis
à Londres aurait pu servir de résidence estudiantine que de l'ambassade. Et j'avais eu l'occasion de parler à M. Brzezinski il y a bien des années après cette déclaration. Et alors, il m'avait dit qu'il n'avait pas raison, parce que la diplomatie ne perdrait jamais son importance et aucun Twitter utilisé dans la diplomatie qu'on utilise, aucun Facebook n'est capable de remplacer cette relation humaine telle qu'elle était au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité ou aujourd'hui. Et en faisant la transition de ce sujet vers l'enseignement à distance, je veux dire que je suis le partisan de cette méthode. Je la considère comme un outil supplémentaire pour une bonne éducation, mais cette méthode ne pourra pas supplanter complètement les formes traditionnelles, là où le rôle d'un professeur est très important. Mais aujourd'hui, dans les nouvelles conditions sur le marché du travail, il est important que les praticiens participent à ces formations, à ces programmes d'enseignement. Aujourd'hui, nous partons du principe que dans les masters, à peu près 30% des professeurs qui enseignent à ces élèves soient des praticiens. Parce que les nouvelles tendances pour les départements veulent que ce sont des chefs, des directeurs d'entreprises, des gestionnaires de grandes sociétés qui se mettent à la tête des chaires, des départements dans les universités, parce que ce sont des praticiens qui ont énormément d'expérience et qui ont vécu toutes les difficultés de ces 20 dernières années, donc ces difficultés dans l'économie que nous connaissons. Et par leur expérience, ils peuvent dire aux élèves, et ils peuvent leur servir d'exemple. Et si nous parlons de la coopération franco-russe, je pense que nos collègues, et moi je connais très bien le système français parce que nous avons été les premiers à signer un programme de double diplôme au début des années 1990. Et il n'y a pas longtemps, nous avons célébré un anniversaire de ces doubles diplômes où la partie russe et la partie française ont pris part. Alors, nos collègues français ont dit qu'il y a un grand écart entre le système scolaire et le système universitaire. Il y a très peu de liens entre les deux. Et là, je pense que nous pouvons parler de notre expérience. C'est une expérience très efficace qui incarne ce lien entre l'école et l'université. Les élèves qui font leurs études pendant les dernières années à l'école, ce qui est à peu près l'équivalence des lycées français, donc ils fréquentent des cours à l'université et ils ont une vision de la formation qu'ils vont avoir à l'université. C'est une très bonne expérience que nous avons acquise. Et si nous parlons de l'expérience de nos collègues français, nous apprenons grâce à eux. Et je me rappelle à cet égard nos expériences de cours en Sciences Po. Alors, ils peuvent transmettre beaucoup de savoir parce qu'ils enseignaient en binôme et ils permettaient de donner des visions différentes, la vision française, la vision russe, la vision américaine, la vision anglaise. Et cela permettait d'avoir une vision très large du sujet. Et après, en se basant sur toutes sortes de projets, les élèves pouvaient préparer leur mémoire de fin d'études.
Et aujourd'hui, quand nous pouvons, par exemple, confirmer les soutenances de thèse sans l'organisme supérieur, sans la commission, la haute commission d'attestation, alors cela nous permet vraiment de collaborer de façon très étroite avec nos collègues parce que nous pouvons attirer des jurys conjoints. Et sur le plan de l'évolution de la science, et aujourd'hui nous en avons parlé avec des collègues de Stavropol, et aujourd'hui donc nous pouvons définir des sujets comme le sujet du génome, nous pouvons créer des équipes pour tel ou tel sujet, pour les jeunes, ça leur permettrait d'acquérir une expérience, ça leur permettrait de soutenir des thèses, d'avoir leur PhD, et ce sera une bonne étape dans leur carrière. Merci beaucoup. Je suis d'avis que les sujets qui viennent d'être évoqués par les ministres décrivent des points de vue différents la même réalité. Madame Vidal vient de dire une chose très importante. Elle a dit qu'il était nécessaire de retrouver des instruments comparables à ces usines du 19e qui jetteraient un pont entre différents types d'activités. Recherche, éducation et industrie, par exemple. M. Torkonov vient de dire que la communication entre les pays était un sujet, communication vivante, humaine, était un sujet extrêmement important et que les humains seront quand même nécessaires pour cela. Nous avions un problème en Russie. Je sais que ce problème existait et existe toujours en France, comme dans la plupart des pays du monde. C'est le problème de savoir comment construire le passage de la nouvelle connaissance vers les produits nouveaux. Comment mettre en pratique des recherches, des résultats de recherche. Nous venons d'évoquer ce sujet avec le président de l'université de Nice, Sophia Antipolis, M. Emmanuel Tric. À votre avis, cet instrument qui permet de lier ensemble différents domaines d'activité, et qu'est-ce que l'université peut apporter pour construire, pour jeter ce pont entre la recherche et la réalité? Vaste question. Merci en tout cas de me donner l'occasion de participer effectivement à ce forum et de pouvoir donner un sentiment sur ce type de questions effectivement sur l'université et l'évolution de notre société. On parle effectivement de comment l'université peut apporter par le développement et la connaissance qu'elle développe une plus-value pour la société. C'est vrai que le développement de nos connaissances a eu tendance en général à créer des couloirs de connaissances de très haut niveau, quand on parle de la physique nucléaire, quand on parle de la biologie, quand on parle des sciences de la Terre. Et je dirais qu'au cours du dernier siècle, il y a eu une tendance à construire des colonnes avec très peu d'échanges disciplinaires. L'université doit, à mon avis, de plus en plus offrir de l'interdisciplinarité tout en développant la disciplinarité, et ceci au service des territoires. Et quand on dit au service des territoires, c'est-à-dire travailler de manière beaucoup plus importante avec le monde économique, puisque finalement, ce sont eux qui vont transposer et apporter à notre société un développement encore plus important. Et quand on dit développement avec le territoire, on parle aussi des plus jeunes. Ce sont eux qui, demain, vont former les forces intellectuelles, les forces de développement qui permettront à une société d'aller plus loin. Alors c'est vrai que la difficulté, finalement, elle repose, et on s'en aperçoit de plus en plus, c'est cette notion d'interdisciplinarité. On parlait du XVIIe, du XVIIIe siècle. Les savants de l'époque étaient vraiment dans une démarche interdisciplinaire.
jusqu'au début du 19e, on avait effectivement des actions très fortes. Je prends par exemple mon domaine à moi, les géosciences. La tectonique des plaques, elle a été proposée par un météorologue. Et effectivement, elle n'a pas été acceptée au début parce que ce météorologue n'était pas accepté par les géologues. Et finalement, il a créé un lien entre des géologues, des mathématiciens, des physiciens, des chimistes pour définir la tectonique des plaques. La physique quantique, c'est la même chose. La physique quantique, elle a finalement eu des répercussions importantes sur notre société et elle a amené à un moment donné le développement de connaissances qui ont eu le besoin d'avoir des philosophes pour savoir finalement ce que l'homme était dans cette société où la physique quantique et la physique nucléaire étaient en train de révolutionner notre point de vue. L'intelligence artificielle, à mon avis, c'est quelque chose d'analogue qui est en train de se faire, qu'on est en train de sentir, je dirais, apparaître. Il faut développer, il faut du très haut potentiel en mathématiques, en informatique, pour développer cette science, mais peut-être qu'il ne faut pas oublier justement de faire en même temps tout de suite l'interdisciplinarité, parce que nos sociétés, et qu'elles soient les sociétés économiques ou la société classique, et je dirais nos jeunes, doivent se nourrir de cela aussi assez rapidement. Et l'université, en fait, elle doit être le creuset de cette interdisciplinarité, de cette ouverture vers le monde socio-économique et vers les autres systèmes éducatifs. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure que le continuum d'éducation entre le collège, le lycée, l'université, en tout cas en France, a eu une tendance ces dernières décennies à être assez cloisonné et à avoir des découpages de niveaux. Et je pense qu'on doit corriger ce système pour mettre beaucoup plus de continuum et faire que nos jeunes soient beaucoup plus en connexion avec ce qui se passe dans les niveaux supérieurs. Alors bien sûr, c'est compliqué, hein, ça c'est de l'idéal quelque part, mais l'université doit favoriser cela. Et elle doit favoriser donc son développement territorial. Et dans le cadre du dialogue de Trianon, par exemple, lorsqu'on développe des actions à travers l'université franco-russe, qu'est-ce que nous faisons finalement? Nous essayons de faire cette interdisciplinarité, ce travail en commun, et de créer, pourquoi pas, des comparaisons de territoire à territoire, et d'arriver peut-être à s'apporter de la plus-value mutuelle, et donc développer nos universités de manière cohérente et en partenariat pour faire que la société se développe mieux dans le futur. Спасибо большое. Merci beaucoup. Je pense qu'en discutant, nous nous rendons de plus en plus compte que notre coopération est très efficace parce que nous sommes en train de discuter ces sujets à l'intérieur de notre communauté universitaire, académique, mais dans le pays, au niveau de la société entière. Je voudrais donner la parole à Marina Borovskaya, qui est vice-ministre, mais qui était jusqu'à récemment recteur d'une très grande université régionale russe. Quelle est votre vision du rôle de l'université, d'une université, par rapport à ce que notre collègue français vient de dire? Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette occasion de participer à la discussion qui nous permet de voir, entre autres, comment les flux d'informations évaluent. Cet énorme flux d'informations nous font repenser le rôle de l'université. Les universités, à mon avis, sont capables de devenir ces hubs, ces centres des informations, ces plaques tournantes qui, notamment, permettront d'organiser la vérification des connaissances. Les universités sont appelées à vérifier ces éléments du flux d'informations. Nous sommes en train de tout numériser. Tandis que les universités sont appelées à vérifier en numérisant et à enseigner aux jeunes comment vérifier, comment établir la véracité d'une information. Ça, c'est très important. Un autre élément très important auquel je voudrais attirer votre attention, c'est que la visualisation fait son intrusion dans le monde de l'éducation. La visualisation modifie énormément
la perception des étudiants. On peut aujourd'hui aller au fond du lac Baïkal virtuellement, voir les couches géologiques, etc. Et ceux qui savent utiliser dans le processus d'éducation ces technologies pourront améliorer leur cursus. Je parle des universités, mais aussi des étudiants. Il faut que la visualisation prenne sa place dans de nombreuses disciplines. L'interdisciplinarité, qui vient d'être évoquée également, c'est également un sujet nécessaire pour le pays, pour le monde entier. Il faut absolument qu'on parle et qu'on explore ces cursus individuels évoqués ici. C'est vrai que en individualisant, nous pouvons, en y rajoutant de l'interdisciplinarité, l'approche interdisciplinaire, réunir de belles équipes d'un biologiste, chimiste, physicien à la fois, et les gens qui viennent des autres domaines, ce qui nous permettra de proposer justement à l'industrie des solutions plus efficaces. Merci. Merci beaucoup. Je me permettrai un petit commentaire. Nous devrions penser à modifier lentement, mais déjà, notre vocabulaire. Parce que l'approche interdisciplinaire, c'est un mot qui a un peu vieilli, qui a vécu. Parce que les disciplines sont très différentes. Et il faut se poser la question si les disciplines, la matière existe encore. Interdisciplinaire veut dire un lien entre les disciplines, entre les matières. C'est comme des plates-bandes, vous savez, des plates-bandes dans un jardin potager, mais il n'y a plus de plates-bandes. Il ne faut plus réunir ces plates-bandes avec des plantes différentes. Toutes les plantes poussent ensemble aujourd'hui. Voilà, c'était un petit commentaire là-dessus, une petite remarque. Voilà. Marek, vous venez de soulever la question de l'amour qui règne dans le monde, qui gère le monde, si vous voulez. Je suis d'accord avec vous à 100%. Par contre, dans la discussion que nous venons d'avoir, nous appuyons surtout sur des éléments plus pragmatiques, des besoins, si vous voulez. Mais en même temps, tout le monde est d'accord. Il y a un mélange, une symbiose des approches différentes, des connaissances différentes. Et même si l'on parle de la nutrition et donc de l'agriculture génomique, méthode mathématique appliquée à l'agriculture, à votre avis, à part l'amour, l'amour, on a bien écrit amour avec un grand A, mais quels sont d'autres éléments intégratifs qui pourraient nous aider à jeter des ponts entre différents types de recherche? Ce que vous avez dit, c'est formidable tous. Nous avons... Mais je continue à penser. C'est vrai que le monde change. Notre ministre, Mme Vidal, l'a dit. Nous rentrons dans un monde qui ne ressemblera pas à celui de nos parents. C'est comme ça. Ça veut dire, ces moyens de production dont parlait Marx, nous avons chacun de nous dans notre poche. C'est fini. On n'a pas besoin de faire une révolution pour s'en accaparer. Il faut seulement savoir comment utiliser ce que nous avons. Donc ça a tout changé. Ce qui ne change pas, je continue à penser, ce sont des relations entre les hommes. Ce n'est pas vrai qu'on puisse travailler avec n'importe qui. Ce n'est pas vrai. Je me souviens, c'est Andrei Dmitrievich Sakharov qui m'a dit que la connaissance, c'est comme une orange. Celui qui n'a pas vu d'orange, il ne va pas demander l'orange. Il faut d'abord dire à quoi sert l'orange pour créer le désir de la connaissance. Le désir de la connaissance. À cette époque, il suffisait de dire que l'orange venait de Paris pour que ça crée le désir. C'était les premiers jours de la perestroïka, et tu te souviens très bien, mon ami.
C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est extraordinaire notre réunion et cette rencontre entre nos deux ministres de l'enseignement supérieur, parce que les sciences se mélangent, tout se mélange. Mais tout se mélange au sein de ce que moi j'appellerais la culture. Ce n'est pas vrai que la connaissance de Tolstoï ou de Shakespeare ou de Victor Hugo n'a plus de lieu d'être pour avancer dans le domaine des sciences, hein, de la connaissance numérique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour passer le message, même avec ça, on a besoin de savoir qu'est-ce que nous lie entre nous. Sinon, le monde ne va pas avancer. Nous allons tout à l'heure, nous avons créé 2 premières universités françaises, 2 premières universités occidentales en Russie. C'est le collège universitaire français. Merci, cher Jean Chambaz, président de la Sorbonne. Vous avez signé des accords à Saint-Pétersbourg en présence de nos 2 présidents, hein, pour le double diplomation. C'est formidable. Nos étudiants vont recevoir 2 diplômes pour le même temps de travail. C'est extraordinaire. Et nous allons faire ça tout à l'heure à MGU encore. Donc, mais ça, il fallait avoir une relation humaine. C'est comme ça veut dire, moi je vois des amis, des scientifiques qui se retrouvent dans le laboratoire. On peut avancer si on a quelque chose en commun, si on a pas seulement les connaissances techniques, mais autre chose. Et cette autre chose, il existe entre nous, et je trouve, et je l'ai dit en France très souvent, nous, les Français, nous oublions qu'il y a un pays qui est le plus proche de nous, même si nous n'avons pas une frontière directe de notre culture, c'est la Russie. C'est encore ici que tous les ans, qui se vendent des millions d'exemplaires des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et c'est ici, dans les écoles, qu'on lit Guerre et paix, et les premières pages sont écrites en français. Спасибо. Merci Marek. Merci. Je voudrais revenir à la question que j'ai soulevée dans cette salle et que je voudrais, comment dirais-je, réitérer cette question. Lorsqu'on choisit des priorités, pourquoi est-ce qu'on considère tel ou tel point prioritaire dans la science, dans l'éducation? Parce que ceci peut être considéré comme une réponse aux défis extérieurs. Par exemple, nous comprenons quelles sont les tendances de la vie, et pour mieux se sentir dans cette vie du futur, nous considérons que, voilà, telle réponse nécessite développement de tel sujet. Par exemple, renforcer nos capacités grâce aux technologies d'information. Nous comprenons que pour répondre aux défis d'aujourd'hui, le calcul humain est insuffisant. Ou bien, on comprend qu'il faut des avancées dans le domaine de l'énergie. Pour cela, il faut des approches nouvelles, des technologies nouvelles. Ou encore, on comprend que qu'il y a une adaptation trop forte aux antibiotiques. C'est un problème. La résistance aux antibiotiques. Par contre, il faut quand même lutter contre des maladies infectieuses sans engendrer cette résistance aux antibiotiques. Voilà, ce sont des défis externes, extérieurs. Par contre, Marek vient de dire qu'est-ce que la personne considère comme important, les relations humaines, notamment les relations entre les gens, entre les humains. C'est une autre vision des choses que la vision purement pragmatique. Justement, nos diplomates, ils font leur travail
c'est leur nécessité d'établir les liens, mais je pense qu'ils ne se limitent pas à un pragmatisme. Ils ont d'autres causes, d'autres moteurs qui les poussent à établir des liens. Monsieur Orlov, ici présent, était justement quelqu'un qui a beaucoup travaillé longtemps pour établir les relations franco-russes. Ça ne fait plus partie de sa fonction. Si. Alexandre, s'il vous plaît, à vous la parole. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup, André. Mais ce n'est pas un devoir, mais c'est plutôt une vocation. Quand toute la vie a été consacrée à une mission, alors après, l'âge ou autres critères n'ont plus aucune importance. Je voudrais prendre la relève de ce qui a été dit par mon ami Marek Alter pour défendre les sciences humaines. Aujourd'hui, tous les participants à la discussion ont plutôt pris le parti des sciences exactes. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle, de la biologie. J'ai aimé la phrase de M. Foursenko, tout le monde s'occupe de l'intelligence artificielle et nous aussi nous suivons le courant, mais on devrait quand même se poser la question de savoir si nous avons pris la bonne direction. Je pense pour ma part que nous avons encore du mal à imaginer les conséquences de cette évolution, de ce développement de l'intelligence artificielle sur la société humaine. Les technologies existantes comme le téléphone portable, les réseaux sociaux, Internet ont changé nos sociétés, notamment les régimes démocratiques parce que les turbulences, les bouleversements que nous constatons au sein des sociétés en sont une preuve très évidente. Avant de faire quelque chose, de s'occuper d'une thématique, on devrait imaginer les incidences, les conséquences de ces inventions. En ce qui concerne les sciences humaines, en tant que diplomate, en tant qu'ambassadeur, j'ai eu maintes fois l'occasion de me rendre compte de l'importance de l'histoire, parce que c'est une matière clé pour former la personnalité humaine, parce que la passion pour les mathématiques, pour les sciences exactes, donc c'est très important bien évidemment, mais il faut équilibrer, il faut avoir un équilibre entre les sciences exactes et les sciences humaines, parce que sinon la personnalité humaine va en pâtir, va en souffrir. Je pense que la personnalité humaine relève des sciences humaines. Dans le cadre du dialogue de Trianon, nous avons fait un sondage concernant la perception mutuelle de l'autre. Il y a des choses importantes que ce sondage a révélé. 80% des Russes ont une vision positive de la France. Avec cela, seulement 5% des Russes ont eu l'occasion d'aller en France. Cela veut dire que les Russes ont cette vision positive de la France grâce aux sciences humaines, grâce à la culture, grâce à la littérature, grâce à autre chose. Je vous remercie de votre attention. Merci. La question des sciences humaines est déjà revenue plusieurs fois sur cette réunion. Nous avons évoqué déjà les Trois Mousquetaires, mais il y a aussi une autre marque qui est l'université de la Sorbonne, qui est Sorbonne Université. Pour nous, les Russes, c'est quelque chose qui est qui contribue à la propagation des sciences humaines. Je sais qu'aujourd'hui, cette université est très, très grande.
Pour les Russes, le nom de la Sorbonne, c'est un nom très significatif, très important. Et je demande au président de cette université de nous dire comment vous voyez les priorités, comment vous les définissez et comment vous définissez ce que doivent faire les gens qu'est-ce qui est important pour les sciences, pour l'évolution du monde. Quels sont les moteurs de cette évolution? Alors, Monsieur Chambaz, à vous la parole. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'intervenir dans ce dialogue et dans ce forum. Peut-être pour un certain nombre d'entre vous, pour les 50 dernières années, la Sorbonne représente les sciences humaines françaises. Pour ceux d'une génération d'avant, c'était aussi les sciences. Marie Curie a été la première femme professeure à la Sorbonne. Simplement, les sciences ont dû quitter la Sorbonne pour des questions technologiques et s'installer un peu plus loin à Louvain. Et nous avons décidé, il y a quelques années, de recréer la Sorbonne comme une université de recherche multidisciplinaire, associant l'université Pierre et Marie Curie et l'université Paris-Sorbonne. Tout à l'heure, vous disiez que quand on cultivait des carottes, des poireaux, on ne les cultivait plus en rang et que les disciplines se mélangeaient dans l'interdisciplinaire. Nous avons la conviction que l'interdisciplinarité est essentielle, mais elle nécessite d'être excellent dans sa discipline. Et il faut autant cultiver les disciplines et le cœur des disciplines, notamment des sciences humaines, que de favoriser le dialogue entre experts de différentes disciplines dans des approches multidisciplinaires. Quand on parle d'éducation du futur, il faudrait peut-être se poser d'abord la question de quel futur ? Parce que nous sommes au service de la société, nous sommes au service de l'humanité et nous devons adapter l'éducation aux enjeux, aux défis qui sont devant nous. Marek Alter vient de le dire, le monde change extrêmement rapidement, le monde d'aujourd'hui, encore plus le monde de demain, ne ressemblera plus au monde d'hier. Et notre rôle est d'équiper les experts, les leaders du monde de demain pour affronter ces défis. Nous avons bien sûr la révolution numérique qui embarque tout. Nous avons, ça n'a pas été mentionné encore dans la salle, le changement climatique et la nécessaire adaptation de notre monde simplement pour sa survie. Et nous avons la globalisation. Un événement se passe dans un coin du monde, immédiatement, on en est informé et on réagit dans un autre coin du monde. Et évidemment, ça doit transformer l'éducation et les programmes universitaires. On a évoqué, le recteur Mahou a évoqué l'esprit des Lumières. Il faut revenir à un humanisme, mais un humanisme du XXIe siècle, et avec une difficulté à laquelle nous sommes confrontés, nous, universités, c'est qu'au XVIIIe siècle, c'était pour des toutes petites élites, et aujourd'hui, c'est pour un nombre très important de jeunes qui s'engageront dans la société et dans l'économie. Donc je crois que la chose la plus importante au moment où l'information diffuse, où on ne la contrôle pas, la vice-ministre Borovskaya disait qu'il faudrait que l'université contrôle le flux d'informations. Ce n'est plus dans nos capacités. L'information circule sans contrôle, sans valeur. Et comme l'a rappelé Madame la ministre Vidal, le cœur de notre action aujourd'hui, c'est de former les étudiants à l'esprit critique pour être capable d'évaluer cette information, la critiquer, l'utiliser, en faire sens. Et c'est donc non pas transmettre des connaissances comme on le fait encore, ou on le faisait en tous les cas, mais apprendre à apprendre et être capable d'apprendre toute la vie. Nous ne savons pas les métiers qu'exerceront ces jeunes dans 30 ou 40 ans. De métiers nouveaux vont apparaître par l'évolution du monde. Et c'est eux qui vont les créer. Et donc on doit à la fois leur permettre d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, et avec des bases solides, et on doit leur permettre de développer leur créativité et leur esprit d'entreprendre. Que ce soit en entreprise, au service de l'économie, que ce soit dans le public. Nous avons besoin d'entrepreneurs dans nos universités pour transformer nos universités. Je crois que c'est les éléments les plus importants, et bien évidemment dans un monde global, on ne peut plus le faire sur une base nationale, on ne peut plus le faire sur une base étroite. Et là, on voit combien les réponses étant locales, mais les problèmes étant globaux, on a besoin de développer le dialogue interculturel.
Et c'est pour ça que je suis tellement heureux de venir aujourd'hui signer cette 3e convention de double diplôme avec une université russe, dans la suite de ce qui avait été initié par Marc Alter avec les collèges universitaires français il y a maintenant 25 ans, parce que nous avons ce besoin de dialogue. Et ce qui est intéressant dans ces doubles masters, c'est que les étudiants russes qui y participent doivent suivre les cours du collège universitaire français à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, et les étudiants français qui y participent doivent suivre le séminaire de culture et civilisation regard russe apporté par des professeurs de Saint-Pétersbourg et de Moscou en Sorbonne. Donc on voit bien là qu'il y a une co-construction, un travail en commun pour amener à nos étudiants les moyens d'inventer le monde de demain. Parce qu'à l'évidence, ce que nous leur transmettons est un monde malade, et ils doivent être sacrément intelligents, malins et astucieux pour le réparer et lui faire passer cette période. Et c'est cet équipement-là que nos universités doivent leur apporter. Спасибо большое. В общем, merci beaucoup. D'une façon ou d'une autre, toutes les interventions portent sur la nécessité d'une langue commune, d'une vision commune des choses. я вот недавно был на выставке Брейгеля в Вене. C'est une question qui a toujours ému les esprits. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu à Vienne une exposition Bruegel. Et en regardant son tableau sur la tour de Babylone, je me suis rendu compte que cette problématique de la langue commune, elle a toujours été sensible pour les humanités. Mais à part cette langue diplomatique, cette langue commune, il y a une autre langue, c'est le langage du commerce. Monsieur Sinelnikov-Morelov, vous êtes à la tête de l'Académie du commerce extérieur. En même temps, vous travaillez beaucoup à développer ces relations de réseau sur le plan d'une approche commune, d'une approche unie. Pourriez-vous nous évoquer ce qui a été fait ? Monsieur le Président, je vous remercie de cette possibilité d'intervenir. Je pense que vous avez complètement raison en disant que cette langue commune est très importante, y compris la langue du commerce. Et là, on voit un certain croisement entre une langue commune et les programmes communs. Nous avons discuté il y a quelque temps et Madame la ministre et Monsieur le Président, donc Emmanuel Macron, ont assisté à cette rencontre. Nous avons donc travaillé au sein de la commission de la coopération économique et cet événement est une sorte de réponse à la question de M. Foursenko. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 élèves qui participent au programme des doubles diplômes. Ils vont développer sans aucun doute les liens économiques parce que nous parlerons la même langue. Et je voudrais revenir sur le sujet précédent et commenter les technologies d'information. Alors, la question a été posée de savoir s'il s'agit d'une mode. Je pense que c'est une des questions possibles. Oui, si nous achetons sur Internet, si nous payons les impôts sur Internet, si nous réservons des places d'avion, si nous faisons des achats sur Internet, alors les technologies éducatives, les technologies d'enseignement devraient être numériques. Mais il y a aussi une deuxième raison. En fait, l'enseignement supérieur devient, quant à lui, aussi de plus en plus massif. Il y a de plus en plus de personnes impliquées dans le système de l'enseignement supérieur. Sans ces nouvelles technologies, on ne pourra pas faire face à cette massification. Et donc, sans les technologies numériques, je pense qu'on peut les faire participer, donc les impliquer dans différents domaines. Le carnet
de notes doit être sous forme électronique. Il doit, par exemple, pouvoir communiquer à ses professeurs ou à l'administration de la faculté sur Internet. Et il y a aussi autre chose. Je serais d'accord pour dire que le rôle du professeur est énorme dans ce processus, parce que non seulement on veut transmettre des savoirs, mais on veut lui transmettre une certaine vision des choses, une certaine conception du monde. Notre élève doit être une personne à un horizon très large et seules les technologies numériques ne peuvent pas assumer la tâche. On peut les utiliser, mais elles ne doivent pas être uniques, elles ne doivent pas être le seul outil de l'enseignement. C'est un défi auquel l'enseignement fait face. On n'est pas tout à fait conscient de tous les problèmes, mais il faut chercher un équilibre. Mais justement, on a besoin d'un équilibre, mais on ne sait pas toujours comment le trouver. Chers collègues, on n'a plus beaucoup de temps. Je propose à nos 2 ministres et à 2 coprésidents du dialogue de Trianon de faire le point de notre réunion. Moi, je pense que c'est à eux d'assurer cet avenir de notre coopération. Peut-être nous allons inverser l'ordre, Monsieur Torkonov. Donc, quelques remarques très brèves. Chers collègues, hier, avec mon coprésident, avec les secrétaires, nous avons discuté de l'agenda de l'année 2019 dans le cadre du dialogue de Trianon qui sera consacré à l'enseignement. Je remercie bien le recteur Mahou de lancer encore une fois cette nouvelle saison du dialogue de Trianon, ici dans le cadre de Forum Gaïda. Notre plan, notre agenda du jour sera posté prochainement sur notre portail bilatéral, bilingue, et nous vous invitons tous à prendre part à ces événements dans le cadre du dialogue de Trianon 2019. De nouveaux projets seront lancés dans l'éducation, mais dans d'autres domaines également. Alors, bienvenue au portail, participez bien au travail de dialogue de Trianon. Vous avez fait carrément une publicité sociale et gratuite en plus. Monsieur Morel. Francenco, et merci d'avoir donné de la vie à ces échanges avec des angles de vue très différents. Moi, je retiendrai une leçon très simple de cette année et demie d'expérience du dialogue de Trianon. Nous avons eu des présidents qui ont eu une vision. Ils ont compris dans ce moment historique, au bout de 3 siècles de relations fortes, qu'un nouvel élan devait être pris et qu'il fallait être inventif. Nous avons beaucoup parlé des chemins à prendre. Je crois qu'il y a un nouveau va-et-vient, je dirais, au sein de la société qu'il faut susciter. Et c'est pour ça que cette plateforme essaie de répondre avec les moyens d'aujourd'hui aux besoins de demain. Il faut que les dirigeants, les figures, les fondateurs, les chefs d'équipe, et nous avons une très belle assemblée, donnent une direction, partagent les réflexions comme on vient de le faire. Et c'était vivant, mais il faut écouter ce qui vient des participants, de ceux qui sont les plus directement concernés. Et croyez-moi, en France, nous le vivons d'une certaine façon en ce moment, mais ce qu'on appelle la société civile, qui est un peu simple, mais cette idée qu'il faut aller à la rencontre de ceux qui seront les acteurs. Et maintenant, il n'y a plus simplement de grandes figures. Les rencontres entre une impératrice et Diderot ou Voltaire, c'est très bien, mais la démultiplication des échanges est indispensable, et c'est pour ça qu'il faut avoir l'expérience et la familiarité de ces nouvelles méthodes. Et je crois qu'effectivement, ce mode d'échange direct, ces nouveaux instruments entre la France et la Russie sont la meilleure garantie
de la continuité et de la vitalité de ce que nous avons fait à travers les siècles. Merci. Monsieur Kotyukov, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Foursenko. Je tiens à remercier tous les participants à cette réunion, à cet événement. Il y a eu aujourd'hui des opinions parfois divergentes qui ont été énoncées, mais qui forment une vision commune. J'ai bien raccourci ma allocution au début de cette réunion, mais je pense que tout le monde a fait son apport. On a l'impression d'avoir bien préparé le scénario de cette rencontre. Et non, c'était assez libre cet échange, mais nous avons pu, n'est-ce pas, créer un tableau, notre vision commune. Nos priorités sont communes, sont très proches. Nous avons des plans, des projets qui ont déjà été finalisés, notamment dans le domaine de la création des infrastructures. Nous avons une vision très proche quant à notre rapport, nous, spécialistes de l'éducation français et russe, dans le cadre de l'agenda du jour mondial en ce moment. Une remarque que je me permettrai quand même. On vient de dire que les exigences que la société adresse à nous, surtout les jeunes qui viennent pour la première fois, qui franchissent le seuil de l'université pour la première fois, on voudrait que cette nouvelle génération soit créative, que les programmes éducatifs soient les plus modernes. Pour ce faire, nous, il faut qu'on soit créatifs, nous, pour correspondre à ces attentes. J'ai entendu récemment à l'un des événements le résultat d'une recherche sociologique. Cette nouvelle génération numérique arrive à concentrer différemment son opinion. Et justement, le temps pour prendre une décision, si ça intéresse un jeune ou une jeune ou non, se limite à 3 minutes. Ce sont les 3 premières minutes qui décident tout. Et autrement, la personne se désintéresse, les jeunes se désintéressent, les jeunes ensuite ne se concentrent plus. Donc, le monde devient plus rapide et notre travail éducatif doit être également plus rapide. Il faut se focaliser, sur le plus important. Merci, je souhaite plein succès à nous tous. Je crois qu'on aura bientôt des succès tangibles. Merci. Merci. Madame Vidal, à vous la parole. Vraiment tous vous remercier pour ce débat qui a été extrêmement intéressant. Je voudrais peut-être rappeler que la connaissance est évidemment ce qui fait progresser les sociétés, mais ce que l'on décide de faire de la connaissance, c'est un choix de société, et donc c'est par définition un choix politique. Et les défis de demain, ça a été rappelé, sont des défis globaux autour desquels il faut qu'on mobilise le meilleur de chaque discipline, le meilleur de chaque connaissance pour être capable de répondre à ces défis. Les solutions à ces défis, elles sont globales, mais elles sont aussi locales. Et donc c'est très important que nous soyons capables de penser ensemble ces solutions globales et ensuite que nos sociétés se les approprient pour les décliner localement et dans ce qui fait leur spécificité. Et qu'il faut aussi se rappeler que très souvent les impacts des solutions sont aussi très sensibles localement. Et c'est pour ça que, effectivement, nous vivons dans une époque où les choses vont extrêmement vite, où les gens ont l'impression que sur la base de quelques informations, parfois non vérifiées, ils sont en capacité de participer et de prendre des décisions. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'éducation, ça prend néanmoins du temps. Et que c'est donc quelque chose qui doit se démarrer le plus jeune possible, se poursuivre tout au long de la vie dans un monde qui change très vite et qui est très complexe. Et ça a été aussi évoqué aujourd'hui.
Et que donc finalement, c'est bien le thème qui a été choisi, celui de l'éducation, qui est la clé pour avoir un avenir qui soit le plus possible compris, le plus possible choisi, et donc le mieux accepté par l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup pour ce débat, et évidemment, je vous souhaite beaucoup de succès pour l'organisation de ce dialogue du Trianon tout au long de l'année. Merci à tous. Merci. Я хочу поблагодарить всех выступающих. Je tiens à remercier tous les intervenants d'avoir été assez brefs. Merci d'avoir présenté vos points de vue. Merci à vous. Merci.